Ce sont des regards qui interpellent. Ce sont des silhouettes emportées par le flot de la foule, des ombres égarées dans l'immensité de la ville. Comment pouvez-vous imaginer que des hommes, des femmes au 3e millénaire soient enchaînés à des arbres? Vous avez vu dans la ville de Cotonou des malades qui sont nus. Nus. Ils n'ont pas choisi à être nus. Ils n'ont pas choisi. C'est la maladie. Comment pouvez-vous comprendre que des hommes, parce qu'ils sont malades, soient abandonnés, ignorés de tout le monde? Donc, pour moi, la première objectif, c'est la dignité de l'homme. Vous vous promenez dans les rues d'Afrique, vous allez les voir partout, mais tout le monde passe à côté, sans les voir. Moi aussi, c'était pareil. Je passais à côté d'eux sans les voir. Il y a 20 ans, Grégoire Aogbonon a fait de l'exclusion des malades mentaux le combat de sa vie. Sans cesse sur les routes, il a tissé un peu partout et jusque dans les villages les plus reculés du Bénin et de la Côte d'Ivoire, des liens solides avec des informateurs. Mais libérer les malades mentaux enchaînés est à chaque fois une opération délicate et à chaque fois, Grégoire ignore tout de celui qu'il va rencontrer. J'ai une information qu'il y aurait un malade qui est enchaîné ici, alors je viens pour voir. Je viens pour voir si c'est réel. Quelques mots échangés avec des villageois et soudain, tous les regards se tournent vers cette maison. Alors, comment tu vas mon frère? Ça va bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Julien. Le grand Julien. Moi, je m'appelle Grégoire. Grégoire quoi? Grégoire Aogbonon. Grégoire Aogbonon. Oui. D'accord. Et toi, Julien quoi? Julien Adjaï. Julien Adjaï. Oui. Ok. Et ça fait combien d'années tu es ici? Moi? Ça fait combien d'années tu portes cette chaîne? Ça là? Je ne sais pas. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Julien a 25 ans. Laisse ta chemise. Eh, Alors moi, je suis venu pour te chercher. vous me cherchez? Tu es content? Oui, je suis content. Tu es content? Oui. Où sont tes parents? Les parents? Papa? Mon papa, il est déjà décédé. Et ta maman? C'est ma maman ici. Grégoire doit maintenant expliquer à Julien pourquoi il est là. Tu sais que tu seras mon ami sincère principal. Ami sincère principal. Oui. Qu'est-ce que vous appelez ami sincère principal? Oui, parce que je vais m'occuper de toi, tu vas t'occuper de moi. Ah, d'accord. D'accord? Oui. Voilà. Je vais essayer de vous aider. Oui. Notre manière de vous aider, on va le prendre. On a un centre qui est à Djougou. Oui. Donc on va l'envoyer à Djougou. Notre désir, c'est de vous aider. Merci. Quel que soit ce que nous allons faire, on ne peut jamais remplacer la famille. Alors, assois-toi. Julien, viens. La famille demeure la famille. Hein? Oui. On ne vous demande pas d'argent aujourd'hui. On ne vous demande pas l'argent aujourd'hui, mais aussi notre souhait, chaque fois que vous pouvez, il faudrait que vous cherchiez à aider aussi le centre. Hein? Il faudrait que vous cherchiez à aider le centre. Et ce que je vous demande, il faut qu'il y ait des visites, des gens pour aller lui rendre visite. Il ne faudrait pas qu'il se sente abandonné. Il demeure votre enfant. Voilà des années que sa famille a enchaîné Julien. Ça fait au moins après 11 ans comme ça. Ça finit et il poursuit l'étude, ça revient. Mais il va aller... Il a étudié jusqu'en quelle classe? Terminale, il va aller en bac maintenant, la maladie s'est revenue. Il a été déjà en bac une fois. C'est pour la première fois que la maladie s'est revenue. Ils m'ont dit que je suis un fou. Ils m'ont dit que je suis un fou, je suis simulé. Le grand frère, lui qui est derrière là, c'est lui qui m'a enchaîné. C'est moi-même qui lui a donné le pied et il m'a enchaîné. T'en fais pas. Hein? Calme-toi. Tu vas partir avec moi. Hein?
Arrivé là-bas, on va couper ça. On va couper quoi? La chaîne. Qu'on aille ensemble, hein? Viens, on va partir. Je veux qu'on le déchaîne. Sans outils spéciaux, impossible pour l'instant de libérer Julien de ses chaînes. Comme à chaque fois, c'est vers le centre de soins qu'il a créé pour les malades que Grégoire se dirige maintenant avec son protégé. Ce sont des situations qu'on découvre chaque fois. On n'a pas un centre à côté ici pour permettre à toutes ces personnes d'avoir accès au traitement. Parce que quand ils n'ont pas accès au traitement, c'est le traitement qu'on les afflige. Ça ne peut être que la schizophrénie. Il était toujours premier en classe. 1987, je suis de 87. Doucement. Le frère de Julien part avec lui. Le jeune homme commence à peine à réaliser ce qui se passe. Ne t'en fais pas, tu vas voir ta vie, tu vas retrouver ta vie, tu as compris? En tout cas, Tu es content? la vie est un choix. Si je le retrouve, tant mieux. Si je ne le retrouve pas aussi, tant mieux. Je suis réparateur de pneus. Je ne connais rien. Je suis nul en tout. À 63 ans, Grégoire se souvient qu'il est parti de rien. Sa foi est le seul moteur de sa vie. Une foi inébranlable, une patience et une énergie hors du commun qui ont peu à peu levé le voile sur les tabous et révélé les drames vécus par les malades mentaux. Dans les villages, les écoles, les médias, Grégoire est sur tous les fronts. À ce jour, 6 centres de traitement et 7 centres d'insertion ont vu le jour. L'association de Grégoire, la Sainte Camille, a secouru plus de 10 000 malades au Bénin, mais aussi en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso voisin. Quand j'entends que quelqu'un est enchaîné, c'est moi qui est enchaîné et je dois tout faire pour arracher cette chaîne. Présentement, nous allons à Vrancourt, où se trouve le premier centre du Bénin, le centre d'accueil, aussi le centre de réinsertion. La venue de Grégoire au centre d'Avrancourt est toujours une fête. Mais c'est aussi l'occasion pour lui d'accueillir des médecins occidentaux, des psychiatres en particulier, comme la Canadienne Marie-Carmen Plante. C'est lors d'un reportage à la télévision en 2009 qu'elle a découvert le projet révolutionnaire initié par Grégoire. Ensemble, ils ont mis en place des échanges, des stages et un grand programme de recherche sur la maladie mentale. Le travail de Grégoire est absolument magnifique. Pour quelqu'un qui n'avait aucune connaissance en santé mentale, il a compris qu'il fallait l'accueil. Nous avons oublié l'accueil du patient. Nous avons oublié le respect du patient. Nous avons surtout oublié dans nos sociétés qu'il est d'abord et avant tout une personne et non pas une maladie. Ah non, ne dis pas ça. Non, c'est pas celui-là. Si tu l'appelles comme ça, attention, hein. Et il a aussi eu la notion qu'une personne, on ne fait pas que la traiter. On la réadapte et on la retourne dans sa communauté. Nadège est l'une des grandes réussites de Grégoire. La jeune femme souffrait autrefois de dépression et de surmenage. Aujourd'hui, elle est infirmière diplômée et un des piliers du centre. Toi, je vais te voir 2 minutes. Cette facilité qu'il a approché ces malades-là, c'est impressionnant. Tout ce qu'il dit, c'est vraiment c'est touchant. Le petit Fouad a été abandonné il y a plusieurs années devant la porte d'entrée du centre. Il est le plus jeune des patients. Bon, il était venu dans un état pitoyable, très pire. Mais jusqu'à présent, il ne s'est pas encore totalement retrouvé. C'est un enfant qui ne peut pas nous conduire chez lui. Les autres malades qu'on prend dans la rue, quand ils se retrouvent, ils arrivent à nous conduire chez eux. Mais lui, il est devenu tout petit, donc c'est difficile de connaître sa famille. Voilà. Le Bénin, vous savez, le Bénin est assez grand, hein, mais on a combien de centres? Seulement que 3 centres, avec 2 centres d'accueil, de réinsertion. Ça ne suffit pas. Des malades, beaucoup de jeunes, dont les crises sont impressionnantes.
et des familles de plus en plus nombreuses à s'adresser au centre lorsqu'elles ne peuvent plus prendre en charge leurs proches. Malgré leur bonne volonté, les personnels soignants et les bénévoles sont souvent bien démunis et les moyens dérisoires pour apaiser et traiter les malades. Dans beaucoup de nos pays d'Afrique, vous allez aller dans certains pays, il n'y a qu'un seul psychiatre. Il n'y a qu'un seul psychiatre. La famille fait quoi? Et les médicaments reviennent excessivement chers. Faute de mobilisation des pouvoirs publics, ce sont des dons privés qui financent l'achat de médicaments pour des centaines de patients en Afrique de l'Ouest. Mais la prise en charge de la maladie et pourquoi pas l'espoir de guérison imposent de suivre sérieusement les traitements. Il faut que le prix de traitement des malades mentaux soit accessible à tout le monde. Ça serait mieux, ce serait un pas gagné. Parce que les produits sont très chers, ce qui fait qu'ils abandonnent le traitement et après c'est tout dans la rue, ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils n'arrivent pas à guérir. Tant que mes collaborateurs n'arrivent pas à te faire confiance, moi, Grégoire, je ne peux pas te faire confiance. Didier, tu es ici. Toi-même, tu sais, quand tu laisses le traitement, ce qui t'arrive. Tu veux qu'on te traite de fou? Il faut prendre correctement tes médicaments. Sinon, les gens vont te traiter de fou. La folie fait peur en Afrique. Très, très peur. Très, très peur. Malheureusement. Et c'est cette peur qui fait la souffrance et l'abandon de ces malades. Notre lutte, c'est lutter pour faire tomber ce mur de peur qui fait peur à tout le monde. On a inclus en tête que la maladie mentale ne se guérit pas, que c'est les gens qui sont possédés. La famille fait quoi? On pense qu'ils sont possédés par le diable. On pense que c'est les sorciers, que c'est la sorcellerie. On a tous les mots pour les abandonner. Face aux traditions ancestrales et aux croyances, seule la professionnalisation des pratiques permettra à des centaines de parias d'être traités comme des malades. Le docteur Moïse Dossa est l'un des 15 psychiatres du Bénin. Il visite les patients d'Avrancou seulement une fois tous les 15 jours. Elle est venue comme ça. Et vous ne savez pas comment délier. Ils avaient envoyé la clé, il y a un cadenas. Oui. Mais la clé ne marche pas, donc on attend ici pour couper. Cette femme qui vient d'arriver est encore enchaînée. Elle va très mal. Sa famille la croit habitée par le démon. Au Bénin, on ne pourra pas nier la réalité de la sorcellerie. On ne pourra pas la nier. Cependant, il faut la limiter. S'il n'y a pas de la sorcellerie, toutes les fois où on veut voir de la sorcellerie, c'est là la difficulté. Alors, l'option aurait pu être, oui, on pense qu'il y a de la sorcellerie, qu'est-ce qu'on fait pour ça? On prie, on va chez le guérisseur traditionnel, mais en même temps, il y a des symptômes qui peuvent être traités médicalement. Donc, cette prise en charge multidimensionnelle aurait été la solution. Doucement, doucement. Tout au moins, je crois qu'il faut faire une sérologie HIV, faire une NFS et on va voir ces résultats-là et demander si besoin un avis d'hémato. Quand je vais dans une famille, je vois un malade enchaîné, je dis toujours que ce n'est pas la faute de la famille. Mais ce qui nous révolte, c'est les sectes. Ceux qui voient, ceux qui utilisent le nom de Dieu pour enchaîner les malades, pour les bâillonner, les priver d'eau et de nourriture. Sous prétexte qu'ils sont possédés, il faut faire souffrir le corps pour que les démons sortent. C'est ça qui est notre lutte principale. Comment venir en aide à ces milliers de malades qui vivent enchaînés? Comment savoir ce qu'ils ont réellement vécu des années durant, les fers aux pieds? Et comment libérer leurs familles du pouvoir des sorciers et des charlatans? Le chantier est immense pour Grégoire, à la mesure du miracle de chaque retour à la liberté. Après des heures de route, la voiture qui transporte Julien arrive enfin au centre de Djougou. Son frère explique pour la première fois que si Julien a été enchaîné, c'est parce que les sorciers n'ont pu le guérir. Et on a fouillé chez les guérisseurs traditionnels, chez les charlatans, chez les célestes, un peu partout. Si ça va, ça revient. Cette fois, les outils sont bien là, mais l'opération est délicate.
Un geste de travers et la jambe peut être brisée. Julien peine encore à croire en sa liberté. Je vous ai vu avec vos collègues. Bon, ça m'a déjà émerveillé que bon, peut-être ça ira. Peut-être ça ira. Quelques gestes simples et pourtant extraordinaires pour Julien. Revenir à la vie debout, en retrouvant tous ses sens. Sa pudeur et sa dignité aussi. Pas encore de mots pour dire, juste se laisser faire comme un enfant et se laisser guider vers la liberté. Bonjour, bien-aimé. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Et la famille? Ça va. Tout le monde va bien? Oui. Sois la bienvenue. J'ai commencé par comprendre que c'était des hommes, des femmes, des enfants qui cherchaient aussi à être aimés. Seulement aimés. Et le boulot, Ça marche. vous allez commencer quand? Tout à l'heure. C'est Raymond, le chef de la boulangerie. C'est par lui et à cause de lui qu'on a commencé la boulangerie. Tout simplement parce que je suis venu un jour dans le centre et je l'ai vu. Je lui ai dit quel travail tu faisais avant. Il m'a dit j'étais boulanger. Il dit bon, mais si tu es un boulanger, nous allons construire une boulangerie. C'est ainsi que les choses se sont faites au centre de réinsertion, petit à petit et grâce aux malades eux-mêmes. La 5 a m'a fait déchaîner. Ils ont enlevé les chaînes. Et j'étais libre. Un boulanger qui retrouve son pétrin après des années de chaîne, et puis aussi des apprenties couturières dont les tourments se sont apaisés. Ici, tous les anciens malades apprennent un métier pour se réinsérer dans la société. La fabrication et la vente de tissus en coton, première ressource du Bénin, servent à financer le centre. Calmés par les traitements et libérés de la peur, chacun retrouve les gestes du quotidien. Allez, bon travail. Ok. Grégoire a repris la route. On lui a parlé d'un homme qu'il faut libérer de ses chaînes à 1500 km de là, au Burkina Faso. L'histoire paraît incroyable. On ne sait même plus depuis combien d'années, plus de 10 ans, dit le monsieur qu'il est bloqué dans le bois. Donc il n'attend que sa mort. Donc vous comprenez, pour moi, quel que soit le nombre de kilomètres à parcourir, le plus important pour moi, c'est d'aller les libérer. Nous arrivons enfin. Des villageois désignent cette petite cabane, un peu à l'écart. Le grand, comment tu vas? Ibé, je suis venu pour te prendre. Tu vas partir avec moi. Je vais t'enlever le bois. Et puis on va te soigner. Tu as compris? Oui. Tu étais où en Côte d'Ivoire? Tu étais dans quelle ville? Moi, je comprends pas. Et ton bébé Côte d'Ivoire là? La situation de cet homme est à peine croyable. Il est là, attaché à ce tronc d'arbre de 200 kilos, la jambe prise dans le bois. Il est là depuis 10 ans. Il s'appelle Issa. Cette fois encore, impossible de le libérer sur place, faute d'outils adaptés. Il va falloir le transporter avec le tronc et passer la frontière ainsi. Plusieurs hommes sont réquisitionnés pour monter Issa dans le camion. Soulevez là. Attention à son pied. Hein. Fais voir, attends voir. Il était très agité et violent. Avec la famille, on a décidé de le mettre dans le bois.
Je suis heureuse, tellement heureuse que vous l'emmeniez avec vous. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir fait ce voyage pour lui. Une fois encore, Grégoire explique à ses proches que tout ira bien pour eux et pour Issa. Un dernier geste, et Issa quitte le seul endroit qu'il ait jamais connu pour être emmené et soigné au Bénin. Mais l'équipé n'est pas au bout de ses peines. À 150 km du centre de Djougou, la voiture tombe en panne. Il faut à nouveau déplacer l'enchaîné pour le transférer dans un autre véhicule. Cette fois, les hommes sont moins nombreux pour le porter. Si la manœuvre échoue, Issa peut être écrasé. Il s'accroche à Grégoire. Posez. On décide de tenter de le libérer, là, sur la route, avec les moyens du bord. Et c'est Grégoire qui fait le dernier geste, le plus périlleux, celui qui peut briser la jambe. Pour la première fois depuis 10 ans, Issa est debout. Durant toutes ces heures, il n'a pas dit un mot. Je suis heureux d'être là avec vous. J'ai beaucoup souffert, mais c'était la décision de la communauté. J'en veux pas à mon grand frère. C'était pas sa décision à lui. Ils avaient peur que je m'échappe, alors ils m'ont mis dans le bois. Je ne pense pas être malade. On ne le reconnaît pas, mais c'est bien le même homme, quelques minutes plus tard. Lavé et rasé. Une simple piqûre de calmant avant une nuit de repos. C'est demain que tout peut commencer pour Issa. Trois mois ont passé. Nous voulons retrouver Julien, savoir comment il va. Dernier voyage vers Djougou. Je n'arrive pas à sortir. Je n'arrive pas à me distraire. Je suis sur place, pour toujours. Et mes amis se distraient, je ne les vois pas la semaine souvent. Je n'arrive même pas à contempler les nuages. Pour la première fois, Julien parvient à raconter toutes ces années d'enchaîner. Sa liberté retrouvée lui donne des ailes. Je me souviens de beaucoup de choses. Je me souviens de la souffrance que j'ai endurée avec les chaînes. Julien est encore fragile, mais les résultats de son traitement sont encourageants. Julien Adjaï. J'aime les sciences de la vie et de la terre. C'est pour mieux appréhender ce qui se passe entre l'univers. À étudier la science de la vie et de la terre, pour étudier les animaux, la respiration, et j'en passe. Maintenant, je suis sans les chaînes, ça me fait de la merveille. Cette équipe-là est bien peu ordinaire. D'anciens enchaînés qui posent en champion et un garçon que l'on disait fou et qui n'a maintenant qu'un objectif, passer son baccalauréat. Tout croyant, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois n'importe qui croit en un homme, puisque toi aussi tu es un homme, tu dois tout faire désormais pour savoir que être heureux, c'est se tourner vers l'autre. Le vrai bonheur, c'est lorsque vous arrivez
à vous tourner vers l'autre. Là, vous trouvez le sens du bonheur. Alexis Duclos, bienvenue dans Investigation. Bonsoir. Alors vous êtes le réalisateur des Enchaînés, le premier documentaire que nous avons vu en début d'émission sur la condition des malades mentaux en Afrique de l'Ouest. Vous avez parcouru le Bénin, le Burkina Faso à la rencontre, vous êtes allé à la rencontre de ces malades. Pourquoi ce sujet ? En réalité, j'ai rencontré Grégoire Augbono il y a 10 ans environ, à l'occasion d'un reportage photographique. J'avais eu à l'époque une information comme quoi les malades mentaux, ce qu'on appelle les fous, étaient enchaînés à des arbres, le pied dans le bois. Donc je me suis rendu en Côte d'Ivoire à l'époque, à Bouaké, à l'association Sainte-Camille. Et là, j'ai découvert une situation cauchemardesque avec des hommes, des femmes, jeunes souvent, enchaînés, le pied dans le bois, coincés à l'orée des villages, dans la brousse. Et puis j'ai découvert aussi et surtout un homme que je qualifie d'exceptionnel, Grégoire Augbono, qui, avec un courage, une détermination à toute épreuve, allait libérer ces enchaînés. J'ai eu l'envie de faire un documentaire pour essayer de comprendre, d'expliquer la situation de ces malades à travers l'expérience originale de Grégoire Augbono. Lui-même, en début de reportage, disait ces gens-là, moi-même, je ne les voyais pas. Et qu'est-ce qui a fait? Quel a été, disons, l'événement qui lui a fait prendre conscience? Mais Grégoire Augbono est habité par une foi chrétienne très forte. On le voit dans le film aussi un peu. Et c'est vrai qu'un jour, il s'est senti investi d'une mission presque biblique. Il s'est vu soi-même à travers les autres, et notamment ces fous nus qu'on voit marcher dans la ville. Et à partir de ce jour, il s'est juré, il me disait, je veux apporter ma pierre à l'édifice. Et donc sa pierre à l'édifice, c'est de construire cette belle entreprise, cette magnifique entreprise, la Sainte-Camille, pour venir libérer ces personnes. Et ce qui est extraordinaire chez Grégoire, c'est qu'il a réussi, malgré un environnement économique très difficile, on a dit que le Bénin est très pauvre, malgré tous ces obstacles, il a réussi d'une part à aller libérer des chaînes ces malades, premier succès, ensuite aller soigner avec des médicaments, et troisièmement, aussi et surtout, de les réintégrer dans leur vie sociale en leur faisant apprendre un métier, un travail. On le voit dans le film, il y a des ateliers de couture, de coiffure, de travaux à la ferme. Donc il a redonné une dignité aux gens, une confiance. Et je crois que c'est ça la marque de Grégoire, c'est qu'il soigne la personne et non pas la maladie. Grégoire lui-même dit « Je ne jette pas la pierre aux familles puisque ces familles sont démunies, elles ne peuvent pas vraiment prendre en charge ces malades. Quelle est leur place après ces soins ?» Mais les familles, il faut comprendre, et Grégoire l'explique dans le film, les familles sont démunies parce qu'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de structure hospitalière, et il y a par contre des sorciers, des chamans, des tisanes magiques, et les gens n'ont pas d'argent. Donc effectivement, on ne peut pas en vouloir aux familles. On peut en vouloir éventuellement au gouvernement, qui ne fait peut-être pas assez d'efforts, et puis surtout aux sectes, aux marabouts, aux gens qui exploitent la misère des gens. Parce que la maladie mentale fait peur. Hein, socialement, la maladie mentale fait peur aux gens. Donc dès que les gens sont hors des normes, ils sont enchaînés, le pied dans le bois, certains jusqu'à leur mort. Alexis Duclos, vous avez bien entendu réalisé ce documentaire en exclusivité pour Investigation. Pourquoi les journalistes n'en parlent pas? C'est une très bonne question. À l'époque où j'ai fait le reportage photographique, je dois vous dire que les publications ont été minimalistes. Donc, vous savez, dès que ça touche à l'Afrique en général, et peut-être à la maladie mentale en particulier, les médias, les journaux ont peur d'en parler. Donc, pourtant, c'est une initiative très positive puisque c'est un Béninois, un Africain sur le continent africain qui apporte son aide.
Oui, c'est très positif parce que Grégoire, il est parti de rien. Je veux dire, comme il explique, il était réparateur de pneus. Il n'est pas médecin, encore moins psychiatre. Et il va venir en aide à ces gens. Donc oui, c'est positif parce que non seulement il est guéri, mais il y réinsère socialement, ce qu'on ne fait pas dans les pays riches. Vous savez qu'au Bénin, il y a 15 psychiatres. En France, on est le 2e pays au monde où il y a plus de psychiatres. Il y en a 13 000. Il y en a 3 000 au Canada, il y en a 3 au Togo. Donc si vous voulez, cette histoire de malades mentaux, aussi terrible soit-elle, elle illustre le fossé gigantesque, indécent, entre les pays riches et les pays pauvres. Et le succès de Grégoire, je crois, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes enchaînées. C'est ça qui est positif, parce que l'information circule dans les villages, dans les campagnes. Et donc les gens, on le voit dans le film, il y a une femme qui est amenée, elle a une chaîne au pied. Donc les gens aiment ça. L'information circule en dehors du Bénin, parce que Grégoire voyage, il donne des conférences, et il se fait aider au niveau économique, parce qu'il faut de l'argent, les médicaments coûtent cher. Je pense à l'association Partage Bretagne, qui a financé le centre de Djougou, au nord, où sont d'ailleurs soignés Julien et Issa. Et pour finir, est-ce qu'on a des chiffres sur les personnes qui ont pu guérir en sortant de ces centres? Plusieurs milliers ont réussi à être guéris. Comme je disais, les statistiques officielles n'existent pas, mais le succès est environ 60-70% de gens réintégrés, qui retrouvent un équilibre, une dignité, un goût de vivre. Alors bon, bien sûr, il y a des cas, malheureusement, qui sont plus difficiles, et là, ça prendra du temps. Alexis Duclos, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation dans Investigation. Merci infiniment de nous avoir suivis. Investigation, c'est fini pour aujourd'hui, mais